On a longtemps pensé que la défense au football, c'était un peu le parent pauvre de l'innovation tactique. Mais en ce moment même, une véritable révolution est en marche. On est en train de passer d'une défense statique, qui occupe l'espace, à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un réseau neuronal, une défense vivante, intelligente, connectée. Pour bien comprendre ce changement, l'image est simple. Avant, la défense, c'était un mur de briques. Solide, oui, mais aussi rigide, prévisible. Chaque joueur avait sa place, son rôle, et n'en bougeait pas. Aujourd'hui, la défense moderne, c'est une toile d'araignée. Flexible, interconnectée, elle vibre et se déforme en temps réel à chaque mouvement de l'adversaire pour mieux le piéger. Et au cœur de cette révolution, il y a un vrai choc des philosophies. Deux manières radicalement différentes de voir comment on doit contrôler l'espace sur un terrain de foot. Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle le positionnisme. Pensez à l'arsenal d'Arteta. C'est presque une grille sur le terrain. Chaque joueur doit respecter sa zone. Le résultat, c'est que les buts attendus contre, le fameux XGA, sont assez stables, assez prévisibles. Et de l'autre côté, on a le relationnisme. L'exemple type, c'est le Fluminense de Diniz. Là, tout est une question de proximité avec son coéquipier. On ne défend plus une zone, on défend ensemble. On crée des surcharges massives pour étouffer le porteur du ballon. Le XGA est beaucoup plus volatile, c'est vrai, mais quand le piège se referme, ça peut carrément terroriser une attaque. L'image à retenir, c'est celle-ci. Le positionnisme, c'est une horloge. C'est mécanique, c'est précis. Le relationnisme, lui, c'est un organisme vivant. Les joueurs réagissent les uns aux autres. Les entraîneurs brésiliens ont cette formule géniale. Ils parlent de défendre comme des amis, c'est-à-dire avec une attention constante à l'autre. Et cette idée, elle est parfaitement incarnée par Thiago Motta. La légende raconte qu'à l'entraînement, à la Juventus, il faisait enlever tous les repères visuels du terrain, les lignes, les plots, tout. Pourquoi ? Pour forcer ses joueurs à ne plus se repérer par rapport au terrain, mais uniquement par rapport à la position de leur coéquipier. Le référentiel n'est plus l'espace, c'est l'humain. Mais attention, l'évolution ne s'arrête pas là. Une troisième voie est en train d'émerger, une sorte de synthèse qui va encore plus loin. On l'appelle la défense fonctionnelle. L'idée, c'est de voir l'équipe comme un super-organisme qui s'auto-organise. Ici, il n'est plus question de marquer un homme ou une zone, non. Il s'agit de réagir collectivement à des déclencheurs bien précis. Par exemple, si l'adversaire tourne le dos au jeu, eh bien toute l'équipe, d'un seul coup, sans un ordre crié du banc, passe en mode agression. Et d'où vient cette inspiration ? Tout droit de la nature. Pensez à une nuée d'oiseaux ou à un banc de poissons. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Il y a juste quelques règles locales très simples. Suis ton voisin, garde tes distances. La défense fonctionnelle applique exactement ce principe. Quelques règles de base suffisent pour que tout le bloc bouge comme une seule et même entité, de manière incroyablement fluide. Et est-ce que ça marche ? La réponse est oui. Des modèles de données très poussés montrent que cette approche réduit la valeur de possession attendue de l'adversaire, les PV, de 18%. Alors 18%, ça peut sembler abstrait, mais à ce niveau de compétition, c'est tout simplement énorme. Bon, à cette théorie, voyons un peu comment ces nouvelles philosophies se traduisent concrètement sur le terrain. Quelles sont les nouvelles armes du défenseur moderne ? On peut en identifier trois principales, la défense vers l'avant, ce qu'on appelle l'inclinaison défensive, et puis la rest defense, qu'on pourrait traduire par défense préventive, qui a été complètement repensée. Alors, la défense vers l'avant, elle a été poussée à son paroxysme par Hansi Flick au Barça. Sa ligne défensive jouait parfois à 15 mètres du rond central. Le résultat est fou, plus de 180 hors-jeux provoqués en une seule demi-saison. Le hors-jeu n'est plus juste une règle subie, ça devient une arme offensive pour compresser l'espace. L'inclinaison défensive, c'est l'idée de surcharger complètement la zone où se trouve le ballon, quitte à délaisser totalement le côté opposé. Et puis la rest défense, c'est peut-être l'idée la plus forte. La meilleure défense se prépare quand on a le ballon. Les joueurs se placent non seulement pour attaquer, mais déjà en prévision d'une perte de balle, pour pouvoir contre-presser à la seconde. En gros, la défense commence avant même d'avoir perdu le ballon. Mais tout ça pose un énorme défi. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de cette nouvelle défense ? Comment évaluer le travail d'un défenseur qui, en fait, se passe surtout loin du ballon ? C'est la question qui a tout changé dans l'analyse de données. Comment on quantifie l'apport d'un défenseur qui, par son simple placement, va empêcher 10 passes d'arriver à destination sans même avoir à faire un seul tacle ? Eh bien, de toutes nouvelles métriques ont dû être inventées. Le DFCON, par exemple, ne compte pas les tacles, mais le nombre d'options de passes que le défenseur a réussi à supprimer. L'OBV mesure l'impact réel d'une action défensive sur la probabilité que l'adversaire marque un but. Le pitch control, lui, permet de visualiser en temps réel quelle équipe domine quel espace. Et le packing compte le nombre de joueurs adverses éliminés par une passe.
L'incarnation parfaite de cette nouvelle ère, c'est un joueur comme William Saliba à Arsenal. On raconte que sur un match entier, il a complètement éteint son adversaire direct, sans le toucher une seule fois. C'est ce qu'on appelle la défense par l'ombre. On ne marque plus le joueur, on marque la ligne de passe potentielle. On anticipe l'intention avant même que l'action ne se produise. Et tout ça nous amène à la frontière ultime de la défense moderne. L'objectif n'est plus seulement physique ou tactique. Non, il est devenu cognitif. C'est une guerre pour le cerveau de l'adversaire. Les sciences cognitives nous expliquent que notre cerveau a, en gros, 2 modes de fonctionnement. Le système 1, c'est le mode rapide, instinctif, intuitif. C'est le système du génie créatif. Et puis il y a le système 2. Lui, il est lent, analytique, il calcule. Et le but ultime de la défense moderne, il est là. C'est de créer une complexité tactique, une incertitude visuelle si grande que le meneur de jeu adverse est obligé de débrancher son système 1, son instinct, pour passer en mode calcul, en système 2. On le force à s'arrêter pour réfléchir. Et dans un sport où tout se joue en une fraction de seconde, s'arrêter pour réfléchir, c'est déjà avoir perdu. Un consultant a résumé toute cette révolution avec une phrase que je trouve parfaite. Avant, un défenseur avait fait un grand match s'il finissait avec le short sale. Aujourd'hui, il a fait un grand match s'il finit avec le short propre et une migraine atroce à force d'avoir analysé des trajectoires. Le combat n'est plus dans la boue, il est dans le cerveau.